Bonjour à nouveau. Donc voilà, ce que je vous propose, première étape, c'est donc qu'on fasse un petit tour de table rapide, vraiment quelques secondes chacun. Et donc je commence, on me présente son nom, prénom, donc Thomas Bozzo, enchanté, je suis le chef de projet GPSO pour le compte donc des trois structures coporteuses en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Centre-Val de Loire. Je travaille moi-même pour une structure qui s'appelle Barnabé.io. Et donc, un des principaux problèmes que j'ai pu, en tout cas, relever, peut-être pas rencontrer, parce que moi, je ne suis pas en direct, mais relever dans le travail de référent de parcours, ça a été tout le travail d'aller vers, d'adressage, de repérage et d'embarquement des patients, finalement, en amont du parcours. En tout cas, c'est un point saillant qui me semble revenir en permanence. Voilà, et je passe la parole à la personne qui est à ma droite sur Zoom, qui est Carole. Alors, Vas-y. bonjour à tous, Carole de Bailleul, je suis coordinatrice régionale des Hauts-de-France. Je suis coordinatrice de l'association Resto qui est coporteuse du projet GPSO et en même temps je suis référente pour l'association Resto. Et si tu avais une remarque, un challenge, une réussite, Euh, le contact des médecins traitants embarqués avec nous, c'est assez compliqué. Voilà. Alors on y arrive, hein, mais c'est vrai que c'est quand même très difficile à les joindre. Voilà. Mm. Merci. Ensuite, j'ai Émilie sur mon écran. Émilie Clément. Bonjour à tous. Moi, je suis coordinatrice du 37 et 41 et référente de parcours à l'université. Alors moi, mon prochain challenge, ça va être de d'inclure, alors pas forcément d'inclure des patients à l'université parce que c'est pas très compliqué de les inclure, mais ce qui va être le plus gros challenge, c'est de réussir à les garder tout au long du parcours parce qu'on voit que régulièrement, on en perd quelques-uns pour arriver au dernier atelier à deux ou trois. Donc, on a réfléchi avec l'équipe de l'université à savoir comment on peut faire. Donc, on va tester cette nouvelle façon de faire là prochainement. Merci beaucoup, Émilie. Ensuite, j'ai Camille Fournier, s'il vous plaît. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Camille Fournier. Je suis diététicienne nutritionniste et référente sur le parcours obésité qu'on a mis en place à la maison de santé de Mercatel, donc juste en dessous d'Arras. Concernant les challenges, je dirais, comme ça a pu être dit, de garder les patients auprès de nous jusqu'au bout. Mais pour nous, le problème, il se pose surtout après le déroulement des ateliers. Quand on doit passer des coups de fil régulièrement, on les perd un petit peu à ce moment-là et aussi effectivement le contact avec les médecins qu'on a du mal à embarquer dans le projet. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Mylène de Beauvais, s'il vous plaît. Donc, bonjour, donc Mylène de Beauvais, coordinatrice pour la Picardie. Et donc, le défi, le projet, ce serait de mettre en place des PSO sur la Picardie, nouvellement sur GPSO. OK. Et plus précisément, c'est quoi qu'est-ce qui serait le plus bloquant pour vous, potentiellement, pour le mettre en place? Là, ça va être de l'administratif. Après, quand ce sera roulé, ce sera bon, mais faut se plonger dedans. Quand on sera plongé dedans, ça ira. D'accord. C'est voilà, vraiment le début. On commence, donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Mylène. Ensuite, j'ai Marion Duquesne, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Je suis Marion, diététicienne chez Santé List dans le Nord. Effectivement, moi j'ai fait un seul groupe pour le moment. Et ce que j'ai remarqué quand même, je rejoins Camille qui disait qu'effectivement, enfin Camille et d'ailleurs Émilie l'a évoqué aussi, le fait de perdre des personnes au fur et à mesure et surtout le après. Parce que c'est vrai que quand on passe les coups de fil, voilà, les personnes disent ah, le fait qu'il n'y ait plus de groupe, ils ont l'impression d'être lâchés un peu. Enfin, du moins, c'est ce qu'il a été ressorti et c'est les difficultés du coup de garder ce lien. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, j'ai donc Amélie Darlot, s'il vous plaît. Bonjour, Amélie Darlot, je suis médecin nutritionniste à Vendôme. Je suis référente de l'équipe GPSO à Vendôme dans le Nord-et-Cher. Euh, je cherche depuis tout à l'heure un challenge, mais pour l'instant, j'en trouve pas. Tout se passe bien. Ou une réussite, ou quelque chose que vous imaginiez être compliqué et qui finalement s'est avéré plus simple que prévu.
Par rapport au témoignage qu'il y a déjà eu, le fait que moi je vois les patients en consultation déjà avant et après, il n'y a pas cette rupture après les ateliers en fait. Ils gardent 6 mois la référente, donc finalement on garde les consultations et il y a peu cette rupture ou de perte de patients après les ateliers. Est-ce que je continue le suivi finalement en individuel avec eux? Donc certains gardent juste les recommandations de GPSO et j'envoie en plus et je fais souvent des consultations en plus au final. Très bien, merci beaucoup. Alors ensuite, j'ai un membre de l'équipe projet GPSO. Yoann, je te laisse te présenter. Je ne sais pas si tu as toi-même des remarques sur tout ça. Oui, tout à fait. Donc, bonjour, enchanté. Yoann Touba, responsable administratif et financier au sein de l'association GRESMO, qui est la structure juridique porteuse du réseau Ronde et qui porte également administrativement et financièrement GPSO. Je représente Lucie Augrand, qui est la coordinatrice régionale de France, et je sais une raison, qui est la présidente de l'ASMO, qui n'ont pas pu être présente aujourd'hui. Et en matière de défis, pour le coup, en matière de parcours, j'aurais peut-être pas grand-chose à dire puisque c'est pas mon domaine de compétences. Peut-être, donc du coup, je vais peut-être parler de facturation. Et donc, plutôt sur peut-être la gestion des NIR erronés qui prend un certain temps de la part de la CNAM. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont été concernés à ce sujet, mais bon, voilà, c'est le défi, j'ai envie de dire, un défi parmi tant d'autres. Merci Et du coup, beaucoup. on retrouve la facturation. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Madame Rouet, je ne sais pas. Oui, bonjour, je suis Erika Rouer, je suis diététicienne et coordinatrice à la clinique Terreil à la Chaussée Saint-Victor, à côté de Blois. Je rejoins mes collègues sur notre premier groupe avec peut-être le manque d'investissement des patients, en tout cas comment les maintenir dans l'expérimentation. Et une deuxième difficulté sur des nouveaux groupes qu'on nous propose avec peut-être un manque d'information ou d'accompagnement. Voilà. Sur le deuxième point, pardon, est-ce que vous Sur pouvez... le deuxième groupe, là, en fait, on nous propose d'intervenir sur Orléans, mais c'est toujours flou. Enfin, voilà, on n'a pas forcément toutes les informations. Donc, c'est une proposition dont on a entendu parler déjà depuis le mois de juillet. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est un peu... On rame, on ne sait pas trop où on en est. Ok. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait par rapport à un groupe potentiel. Ok. N'hésite pas à m'interpeller, Erika, hein. Oui, mais en fait, j'ai pas de réponse à mes mails. J'ai envoyé un mail il y a encore à peu près une dizaine de jours et j'ai pas eu de réponse. Une erreur de ma part, Voilà, alors à j'ai dû vérifier. passer à côté. Ouais. Ok, mais j'entends en tout cas de la coordination et du besoin d'échange avec les équipes plutôt en région. Bon, là, il y a peut-être un, Mm. un petit loupé, mais ok. Ensuite, j'ai Monique, merci beaucoup. Et j'ai Monique Romont. Monique, on ne t'entend pas. Si tu peux mettre ton micro. Pas de- Monique Romand, présidente de l'association Resto, qui porte pour les Hauts-de-France GPSO. Alors, le challenge, effectivement, moi, je dirais comme Carole, c'est effectivement d'amener les médecins. Et puis aussi un deuxième challenge, c'est effectivement de petit à petit amener des CPTS dans, dans dans le projet. Et aussi, mon seul challenge, j'en avais beaucoup, c'est effectivement d'ouvrir, parce que vous dites, les patients, on a du mal à les garder le long du parcours, ils ont l'impression d'être abandonnés. Et je crois qu'effectivement, il faut vraiment essayer au maximum, à la fin des séances, de leur trouver des activités où ils vont se retrouver. Et ça, c'est important, c'est de les coordonner entre eux, de leur proposer des activités où ils vont se retrouver. Et pour ça, effectivement, il faut s'appuyer sur le social. Et c'est un peu le challenge qu'on pourrait avoir aussi. Ça aiderait les patients à rester. Et merci beaucoup, Monique. Je note donc ensuite, j'ai Florence. Bonjour, Florence Ménesguen, coordinatrice au CSO d'Orléans. Le challenge, évidemment, c'est de proposer un maximum de personnes qui en ont le besoin d'accompagnement adapté pour leur obésité et donc de mieux comprendre vos difficultés aussi en tant que professionnel de proximité
pourra toujours améliorer la prise en charge et l'offre de soins. En tout cas, merci à tous de vous être mobilisés aujourd'hui. Merci Florence. Et donc Pascal, si tu peux donc en 2 mots te présenter ton challenge ou ta réussite sur le parcours des patients GPSO. Oh. Et ton micro est coupé. Bonjour, désolée du retard aussi. Donc moi je suis diététicienne, coordinatrice administrative de l'association Diapason 36 dans l'Indre qui fait de l'éducation thérapeutique et aussi donc je fais la coordination sur le département de l'Indre pour GPSO. Alors challenge sur le département, c'est trouver je dirais des médecins qui puissent réaliser nos bilans GPSO. Et réussite, c'est qu'on a quand même quelques équipes et que les patients sont contents du parcours, quoi. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Et alors, je n'ai pas laissé Ipti, la pauvre, se présenter, mais Ipti, donc, qui fait partie de mon équipe, si tu peux en 2 mots te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je travaille du coup avec Thomas et je suis chargée de projet. C'est moi qui m'occupe un peu de la communication, d'organiser ce type d'événements et d'autres petites tâches à droite à gauche pour le projet GPS Obésité Et diététicienne de formation. Tu as vu. aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, moi, j'ai relevé 3 points principaux. Celui qui est le plus revenu, c'était finalement, alors je vais le dire avec vos mots, mais garder les patients tout au long et après la fin du parcours éducatif. J'ai l'impression que c'était un des points qui est revenu le plus souvent, avec donc, le problème pendant les ateliers, après les ateliers, cette impression d'être lâché dans la nature, de comment on maintient le lien avec les patients. Et donc, on a eu des éléments de réponse déjà du docteur Darlot, du coup, qui nous a et voilà, et de Monique sur le travail de coordination et de lien à faire avec les activités et les structures qu'il pourrait y avoir autour. Voilà, donc ça, il me semblait que c'était le premier point. Le deuxième point, je pense, qui est revenu, c'était sur le contact, l'embarquement, le suivi, et d'ailleurs, ça répond au premier point, mais avec les médecins traitants, en tout cas les médecins GPSO. Et puis, on a commencé à voir qu'effectivement, quand le médecin est très, très intégré dans le dispositif, effectivement, ça peut répondre peut-être au premier point, mais je ne veux pas présager. Et le troisième, c'était toutes les questions un peu d'ingérer tous les problématiques administratives, les problématiques de facturation et ou de coordination, de lien avec la coordination régionale. Voilà, donc c'est les 3 points, il me semble, qui ont été évoqués en challenge et du coup en réussite aussi. Je vous propose qu'on en choisisse peut-être. Alors aujourd'hui, on était sur le thème vraiment du référent de parcours. Est-ce que vous souhaitez qu'on choisisse peut-être plutôt uniquement le premier, les 2 premiers, c'est-à-dire garder les patients tout au long et puis embarquer les médecins traitants? Ça vous va si on se concentre sur ces 2 points-là? Après, je pense qu'il y avait des choses sur lesquelles on pourra revenir sur les aspects administratifs, mais on pourra peut-être leur organiser un point dédié, parce que sinon ça risque de trop faire le grand écart, si ça convient à tout le monde. Ça vous va? Oui. Ok, donc maintenant qu'on a identifié donc, ces 2 grands défis que je viens d'évoquer, je vous propose, alors Monique a déjà commencé à apporter des solutions, et puis Dr Darlot également, vous avez commencé à donner des indications, mais voilà, peut-être sur ce point, alors, les 2 points sont parallèles, encore une fois, c'est mon sentiment, mais vous pourrez me contredire si jamais, mais sur cet élément de comment on garde les patients tout au long, puis après dans le parcours, engagés en fait dans leur parcours, et comment on embarque les médecins. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme idée, comme solution, comme bonne pratique à nous partager? Je vous laisse prendre la parole librement pour celle, du coup, qui le souhaite. Je vais commencer, alors notamment pour les patients qu'on a du mal enfin, qui ont l'impression d'être lâchés. Je pense qu'il est important lors de la dernière séance, donc à la 8e séance de groupe, peut-être de faire un listing enfin, de toutes les structures qui existent autour des patients.
qui proposent, alors ça peut être de l'activité physique adaptée, etc., enfin peu importe, pour justement leur remettre cette liste d'activités pour qu'ils puissent ensuite se diriger après les séances vers les centres sociaux ou autres. Et ça, je pense que c'est bien de rappeler ça à l'équipe qui va animer la dernière séance euh, pour leur proposer justement euh, les différentes structures qui existent autour de leur domicile. Donc d'insister davantage. Je pense que, enfin nous, pour notre cas, hein, je pense qu'au niveau de notre équipe, je pense que Mme Roman, vous serez d'accord avec moi. Je pense qu'il faut qu'on leur rappelle encore que la dernière séance, elle doit effectivement faire le bilan de tout ce qui a été effectué sur les 8 séances, mais de lister un petit peu toutes les structures qui existent autour pour que les personnes puissent être redirigées vers ces structures. Et puis leur donner aussi des propositions, par exemple, pour qu'ils puissent se retrouver. Il y en a qui font des groupes WhatsApp. Voilà, ils peuvent aussi avoir envie de faire un groupe où ils marchent ensemble pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Ils ont besoin souvent de se retrouver à la fin du groupe. Ils disent, Et il me semble même qu'en amont, chez Resto, en amont du premier atelier, vous avez un temps aussi de présentation et un peu de cohésion qui est fait, non, si je ne dis pas de bêtises, pour créer justement un peu ce groupe et pour que les personnes commencent à se repérer. En tout cas, il me semble que sur la version visioconférence, vous faites comme ça. Est-ce que je dis une bêtise? Alors, on faisait avant une réunion d'information en visio et même en présentiel qu'on ne fait plus maintenant. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, lors de la première séance, donc c'est la présentation des intervenants et effectivement des personnes qui participent. C'est plus une présentation générale des ateliers. Je pense que ce point-là, il se fait vraiment à la fin. on le faisait en amont quand il n'y avait pas GPSO, mais là, les personnes ont déjà eu l'entretien avec le référent, la visite éducationnelle. On le faisait quand on avait des gens qui arrivaient, par exemple, du centre social et puis qui ne connaissaient pas du tout ce qu'on allait proposer. Là, le sac. Ok, merci. Pour, Allez-y, Valérie. Pour nous les patients, à la fin, enfin l'avant-dernier atelier, on proposait eux-mêmes en fait qu'on finisse par un restaurant. Donc après le dernier atelier, toute l'équipe et les patients, on est allés manger au restaurant et ils se sont fait un groupe WhatsApp effectivement pour se revoir ensuite d'eux-mêmes en fait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et donc là, on est sur, j'ai envie de dire, l'aval, la sortie du groupe. Mais donc, si jamais vous avez réussi à les mobiliser jusque-là pour justement qu'ils fassent un restaurant, etc., ensemble, comment vous avez, de votre point de vue, enfin, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour mobiliser les patients de cette manière-là? Peut-être de manière naturelle, et voilà, mais Je pense qu'il y a eu dans ce groupe-là, après, je ne sais pas pour les suivants, mais il y a eu une bonne cohésion. Voilà, on faisait vraiment, on a fait beaucoup de brise-glace toujours au départ. Et il y avait vraiment une entraide. On a fait, dans les ateliers qu'on proposait, il y avait toujours les travaux en petits groupes, des travaux, pardon, en petits groupes. Donc, il y a vraiment eu, c'était une dizaine de patients, vraiment eu une cohésion. Ils se sont très bien entendus et donc, après, ils ont eu le besoin de continuer finalement à se voir. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a très, très, très souvent. C'est effectivement les patients ont envie de continuer à se voir et c'est ça qui les maintient dans le groupe. Quand les personnes ont dit qu'elles avaient du mal sur le long du parcours, je crois, enfin, je demande leur accord, c'est après le groupe. En général, pendant le groupe, parce que c'est un groupe fermé, les gens restent dedans. Mais c'est effectivement, une fois qu'ils sont sortis du groupe, ils vont repartir. Et alors, j'ai deux questions à vous poser qui sont liées à tout ça aussi pour chercher des pistes de comment on engage plus facilement les patients. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'abord préalable du patient tout le travail qui est fait pendant le bilan, etc., des éléments à tester sur la motivation du patient, enfin, comme en éducation thérapeutique, et ou des messages un peu à faire passer ou des réactions à apporter, des choses comme ça?
Première question. Et deuxième question qui est beaucoup plus terre à terre. Est-ce que aussi les modalités d'organisation des groupes, c'est-à-dire la périodicité, la facilité les horaires, le fait que ça soit toujours à jour fixe, etc., ne jouent pas aussi sur, quelque part sur l'engagement des patients? Des questions pour moi. Nous, on a choisi de faire les ateliers en semaine et sur des horaires 18-20 heures. Et c'est pas toujours les mêmes jours en fonction des intervenants, mais c'est toujours en soirée. Donc, on avait des patients actifs qui arrivaient à s'arranger. Par rapport comme vous disiez, à l'inclusion au départ, l'avantage, effectivement, c'est que les patients, moi, me sont adressés pas forcément, pour GPSO ou pas forcément GPSO. Et du coup, avec ma pratique, je vais proposer qu'à des gens où je sens, entre guillemets, qu'ils vont adhérer. Du coup, j'ai vraiment une sorte de consultation d'inclusion avant même, finalement, avant même de rentrer dans le parcours, où en fait, vu leur profil, etc., le temps que j'ai déjà passé avec eux, je vois ceux qui finalement, les ateliers vont leur vraiment apporter quelque chose, c'est vraiment leurs besoins. Voilà. Bah là, c'est ce que fait aussi le référent de parcours dans la visite d'éducation initiale, hein, je pense. Je crois que c'est ce que fait Carole, par exemple. Moi, j'ai un premier contact, effectivement, quand les patients me viennent, soit sont adressés par les médecins ou simplement par le bouche à oreille. Donc, ils m'appellent et moi, je leur explique effectivement le projet GPSO, le fonctionnement, etc. Je leur envoie par mail les dépliants du parcours, etc. Et donc, il y a toujours un petit temps qui se fait, effectivement, un temps de réflexion pour que le patient puisse, en fait, me renvoyer ou me rappeler pour me dire, bah, tiens, OK, je suis OK pour intégrer le groupe. Voilà. Donc, je leur demande, en fait, j'insiste davantage maintenant sur signer le consentement de participation. À partir du moment où le consentement de participation est signé, ils s'engagent vraiment à rentrer dans le parcours GPSO. Donc, ils sont partis sur une durée de 2 ans. Alors, il y a toujours des patients qui lâchent, hein, mais je pense que le fait de leur faire signer 67-84. ce consentement, ça les implique davantage aussi dans le parcours. Très bien, merci, merci à vous. Et du coup, ça soulève une question pour pouvoir profiler, s'assurer de l'engagement de ces patients, tout en ayant une contrainte de constituer un groupe d'au moins 10 patients, enfin 9-10 patients. Combien de patients vous repérez et voilà, pour former un groupe de 10 patients, il vous faut quoi? 20, 30, 40 patients qui ont été adressés, avec qui vous avez testé ça, à peu près au doigt mouillé, hein, évidemment, c'est peut-être pas statistique, mais est-ce que vous avez une idée à peu près des rapports? Ben moi, je pense qu'on doit doubler. Enfin, c'était mon cas, j'avais 18 personnes au départ. Et ensuite, 10 enfin même 9 ont terminé le. Donc, je pense vraiment que, enfin, je trouve qu'il faut doubler au départ parce qu'on va en perdre, on en perd énormément pour diverses raisons, hein. Il y en a, c'est tout compte fait, ça m'intéresse plus, ou d'autres, c'est raison médicale. Voilà, il y a toujours un petit quelque chose en tout cas. Donc, vous avez inclus 18 personnes pour avoir 9 personnes qui font le parcours en entier. Et pour inclure 18 personnes, vous avez proposé le parcours et profilé, enfin, combien de personnes à peu près? Vous avez une idée? Le double encore? Ou, Ah oui, donc Non, c'est pas 18 personnes non plus. Bah, du coup, c'est pas 18 incluses puisque en fait, au départ, 18 qui étaient très intéressés et cetera et puis, quand on a fait les inscriptions, bon, bah, ensuite, on en a perdu. Ah Mais d'accord. oui, effectivement, oh oui, au moins 25, hein. Au moins 25 à qui on avait, 25-30 à qui on avait proposé. Bon, il y en a qui ont tout de suite dit non et que voilà, mais Et donc, vous avez proposé à 25-30 personnes, il y en a 18 qui ont dit oui, et sur les 18, vous en avez eu à peu près 9
Oui, parce qu'après, le temps de construire le voilà, faire les parcours. inscriptions, de faire. Est-ce que les autres personnes, vous vous retrouvez dans ces chiffres à peu près? Est-ce que c'est à peu près les rapports que vous avez vous aussi? Ouais, nous c'est pareil aussi. Donc ça fait pas mal de temps en fait de contact téléphonique, mail, relance. C'est vrai, c'est chronophage, ouais, effectivement. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que les patients, des fois, ils attendent vraiment d'autres choses du parcours GPSO. Donc, c'est là aussi, il faut nous, on travaille en amont aussi. Ils attendent vraiment une perte de poids, par exemple. C'est arrivé sur un groupe. Et du coup, il y en a plusieurs qui ont arrêté par rapport à ça. Pourtant, on leur avait bien expliqué ce que c'était. Mais ouais, c'est aussi. Et puis, je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est dépendant aussi du groupe, hein, quand même. Hein. Je vois d'un groupe à l'autre, alors là, ça n'a rien à voir. On essaye hein, que la sauce prenne, mais ça prend pas toujours très bien. Il y a des groupes, ça prend super bien, effectivement. Ils ont créé un groupe WhatsApp, après, ils font une petite sortie resto, voilà. Et puis, il y a d'autres groupes, Oui, oui, c'est vrai. c'est vrai, hein, donc c'est quand même aussi groupe dépendant. Hein. Et c'est ce qui va créer aussi la motivation des patients, du coup. Ok, merci. Donc, si je résume ce qu'on s'est dit là, enfin, si j'essaie de synthétiser tout ça, et puis on va voir ensuite, notamment avec les personnes qui avaient évoqué ce problème-là, si ça commence à avoir donné des pistes de solutions. Mais globalement, il y a en amont un travail de repérage qui doit être plus large que la capacité cible, j'ai envie de dire, c'est-à-dire je repère, donc on m'a dit à peu près une trentaine de personnes. Il y en a à peu près 20 qui vont accepter, j'en ai à peu près 10. En gros, j'ai une déperdition divisé par 3 entre le nombre de personnes que j'adresse, le nombre de personnes qui acceptent et le nombre de personnes qui participent effectivement, qui sont engagées dans le groupe. Au moment où je repère et je discute avec ces personnes, je m'assure qu'elles ont le bon profil et en parallèle aussi, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment engagées, qu'elles sont vraiment dans cette démarche-là, qu'elles ont bien compris à quoi servait GPSO et ce que ça va leur apporter, que ça correspond encore une fois bien à leurs besoins. Voilà, et que donc ça peut fonctionner en termes de motivation et d'alignement, j'ai envie de dire, avec leurs besoins. Et puis ensuite, autant que faire se peut, alors avec toute la variabilité qu'il peut y avoir sur un groupe de 10 personnes, mais j'essaie de créer un élément de cohésion. J'incite les personnes en fait à travailler, à se connaître, donc avec des brise-glaces, avec des choses comme ça, pour que les personnes créent du lien en fait au début et que ça les incite à revenir derrière. Puis au fil de l'eau, je leur indique, autant que faire se peut, tout ce qui pourrait exister aux alentours pour qu'elles puissent continuer. Et j'essaie de les inciter aussi à continuer à se voir d'une manière ou d'une autre autour d'activités en commun ou tout simplement de garder un contact, un lien avec un groupe WhatsApp ou autre. Voilà, si je pense que j'ai à peu près tout résumé. Est-ce que les personnes, notamment, qui avaient soulevé des difficultés sur ces points-là, est-ce que déjà ça vous apporte des éléments de réponse? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas forcément l'habitude de faire? Est-ce que vous aviez déjà toutes ces pratiques-là et du coup, voilà, vous êtes toujours un peu dans l'interrogation? Je ne sais pas, par exemple, Madame Fournier, si vous vouliez... Donc oui, après il y avait pas mal de points justement qu'on avait essayé de mettre en place avec notre dernier groupe, notamment l'idée du groupe WhatsApp. Ça, enfin, c'est hyper pratique même en tant que référente, juste pour relancer les patients qui traînent un petit peu à répondre au téléphone, pour faire leur bilan, enfin voilà un petit message à tout le monde pour dire voilà de pas oublier de revenir vers moi pour faire le point ensemble. Et puis oui, le fait qu'elles puissent se motiver ensemble, voilà, faire des séances de sport, des choses comme ça. Bon, les restaurants, ça c'est une bonne idée, j'y avais pas forcément pensé. Après, dans le cadre de la maison de santé de Mercatel, on essaye nous-mêmes d'organiser des activités. Donc là, en septembre, on va organiser une marche un samedi matin, on va répéter l'opération en octobre. Et ça, on n'hésite pas à le signaler aussi dans le groupe WhatsApp. Et de même, c'est l'occasion pour elles de se retrouver toutes ensemble, chose qu'on n'avait pas fait forcément avec le premier groupe. Après, au niveau de la prospection, enfin, moi, j'ai jamais eu trop de soucis à ce niveau-là. Quand on propose à une douzaine de patients, il y en a une dizaine qui restent avec nous à peu près. Donc, ça n'a pas été un souci.
Et puis, il y avait cette histoire de bien expliquer dès le début aux patients bah, qu'est-ce que c'est exactement GPS obésité. Et c'est vrai qu'il y en avait certains qui s'attendaient à une prise en charge un petit peu plus individuelle, approfondie à leur cas en particulier, alors que voilà, c'est une prise en charge de groupe. Donc ça, on fait bien attention à vraiment appuyer dessus et bon, on verra bien ce que ça donne avec le prochain groupe qu'on va commencer là prochainement. Bien, merci. Et justement, sur ce point-là, est-ce que vous-même ou d'autres personnes là présentes, qu'est-ce que vous aimez, enfin, comment vous embarquez les patients à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire pour leur montrer que, alors j'entends que les patients, ça on l'a souvent dit, viennent pour perdre du poids, ce qui n'est pas forcément l'objectif, en tout cas principal de GPS obésité, même si ça peut les accompagner dans ce sens-là. C'est quoi les messages à leur faire passer d'après vous? Pour qu'ils comprennent le bénéfice de GPSO dans leur vie et dans l'abord de leur situation, de l'obésité. Alors déjà, jusqu'ici, c'est quand même beaucoup les patients qui viennent directement vers nous. J'ai pas tellement besoin de chercher après eux. On va mettre une annonce sur la page Facebook de la maison de santé en disant qu'il reste tel nombre de places pour intégrer le parcours. Et du fait souvent que ce soit leur propre démarche, déjà, ça les applique un petit peu plus que si je proposais ça à un patient que je vais avoir à mon cabinet qui n'a pas forcément connaissance du projet. Donc, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de les convaincre. Euh, Après, je pense que le point principal, surtout, c'est le fait qu'il y aura plusieurs professionnels de santé qui vont les entourer, que ce ne sera pas que la diététicienne, voilà, comme dans nos consultations, qu'il y aura aussi le professeur d'activité physique adaptée et la psychologue. Ça, le fait qu'il y ait une psychologue, souvent, c'est un point assez positif pour eux. Et puis voilà, le fait de partager une même problématique avec un autre groupe de personnes, c'est vrai que ça peut les convaincre. Merci. D'autres Moi, personnes? j'avais une petite question Allez-y. par rapport à la mixité au niveau des groupes, parce que justement, moi, j'ai fait qu'un seul groupe et en fait, il y a certaines femmes, alors c'était majorité femmes, il n'y avait qu'un homme, et il y a certaines dames qui ont exprimé le fait que ça gênait un petit peu qu'il y ait un homme. Donc, je ne sais pas dans les autres groupes, parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, on parle beaucoup du vécu, de l'histoire du poids, etc., des choses très personnelles. Et il y en a pour lesquelles ça gênait un petit peu. Donc, voilà, je voulais avoir un petit peu le retour des autres personnes. Est-ce que vous avez remarqué dans les groupes mixtes une différence par rapport aux groupes ou dans lesquels il y avait que des femmes? Alors nous, c'est déjà arrivé. Alors bien souvent, nous, c'était l'inverse. On s'est retrouvé à un groupe avec plein de femmes et un seul homme. Et l'homme qui était absolument pas du tout à l'aise, donc en fait, il a arrêté. Donc on l'a eu comment, on l'a pris à part, effectivement, on a eu une discussion pour voir un peu. Et bon, voilà, après, il se sentait vraiment pas à l'aise pour continuer. Donc dans ce cas-là, on peut, en fonction effectivement de ses besoins, là, lui proposer à ce moment-là une consultation individuelle, éventuellement. Mais après, c'est vrai qu'il peut avoir, quand il y a effectivement des hommes dans le groupe, une certaine retenue, effectivement, des participants. Alors finalement, je dirais même que ce soit homme ou femme. C'est vrai qu'au départ, il y a quand même, les personnes ne se connaissent pas, donc au fur et à mesure, il y a quand même une cohésion qui se fait dans le groupe. Et je dirais que ça a tendance finalement, avec le temps, à se dissiper, justement. Et les gens ont tendance à un peu plus se lâcher au niveau du groupe. Mais effectivement, ça dépend encore du groupe. Donc, Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est clair que d'un groupe à un autre, parce que moi j'ai même eu le cas du coup de ce monsieur qui était venu avec son épouse et du coup son épouse a arrêté le parcours parce que quand elle a dû se livrer un petit peu plus sur son histoire, il y a des choses qu'elle a jamais dit à son mari et du coup elle a dit je peux pas continuer. Donc c'est vrai que c'est le risque aussi des couples. Dans ce cas-là, effectivement, ce qui peut être intéressant, si elle est toujours intéressée, c'est la remettre sur un autre groupe. Ouais.
dans notre Ouais, groupe. ouais, je l'avais évoqué avec toi et c'est ce que tu avais dit. Eh ben, merci pour ces questions et témoignages. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait rebondir. Mais sinon, je vous propose qu'on passe au deuxième point qu'on avait identifié. Et donc, je vais le faire au travers de ce qu'on s'est dit jusque-là, c'est-à-dire que visiblement, une des clés aussi, a priori, ça a été dit intrinsèquement, mon sentiment, c'est aussi le rôle d'identification et de messages passés. Enfin, c'est par le médecin au moment initial donc d'entrée du patient dans le parcours et cette espèce de contrat moral aussi qui est fait avec le patient ou la patiente à ce moment-là. Et donc, ben, d'après vous, quels seraient les... Donc, vous avez des problèmes, a priori, pour embarquer les médecins traitants, mais quelles seraient justement les solutions, les arguments à apporter aux médecins traitants bah, pour faciliter leur embarquement dans un dispositif comme GPSO? On a un médecin traitant parmi nous maintenant qui est arrivé dans un second temps, Antoine Milcan. Bonjour. Bah, moi, c'est un peu compliqué parce que il faudrait que j'en discute avec mes associés, mais moi, je suis embarqué d'office, donc puisque je suis très motivé et j'adore ce programme, donc c'est un peu compliqué. Je sais que parmi mes associés, je travaille dans une maison de santé et on est 3 médecins généralistes. Et parmi mes associés, j'ai un associé qui participe peu et une associée qui participe plus aux inclusions. Euh, je pense que celui qui participe moins a plus de mal à percevoir non pas le bénéfice parce qu'il m'a quand même adressé des gens, mais c'est plus une notion de temps passé, je crois. Il a pas la disponibilité pour consacrer ce temps-là. Et je pense que pour beaucoup de mes confrères, je pense que les convaincre que prendre en charge leurs patients en situation d'obésité et qu'un programme d'éducation thérapeutique est intéressant et utile, ça, je pense pas que ce soit trop difficile. Par contre, les convaincre d'y consacrer du temps avec pédagogie, ça, c'est un autre problème. Et dans notre profession, on cherche plutôt à gagner du temps. Donc, si on veut les embarquer, je pense qu'il faut quelque chose qui soit de l'ordre de, pas de l'efficacité, mais il faut leur proposer quelque chose qui leur permette un adressage rapide et simple. Parce qu'on a déjà beaucoup de démarches administratives. Donc, il faut quelque chose de très facile, en fait. Pour vos confrères, ça doit être facile. Vous êtes la porte à côté. Bah oui, bah oui. Alors, ils m'adressent des patients, mais ils recrutent moins. Alors après, parce on travaille sur la même commune, donc on a des patientèles quand même globalement, c'est le même bassin de population, donc il n'y a pas... Voilà, mais malgré tout, c'est vrai que ça reste moi qui inclus 80% des patients de chaque session, hein. Mais voilà, je pense que si on... Je sais que, enfin, pourtant, vous êtes facile à joindre. Je suis là pour le coup au sein du cabinet facile à joindre aussi, mais je pense qu'il faudrait peut-être communiquer directement auprès des médecins généralistes, peut-être par le biais de mails ou de choses comme ça, et de remettre le numéro et pour montrer que c'est facile en fait. Ils ont un numéro de téléphone à appeler, comme on a les hotlines pour certains spécialistes, un numéro de téléphone à appeler et leur patient va être pris en charge et ils n'ont plus d'administratif à faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est déjà plus ou moins le cas, mais il faut peut-être communiquer là-dessus pour que ça leur paraisse pas compliqué. Je sais que ça l'est pas en pratique, mais en tout cas que ça leur paraisse pas compliqué. Mais c'est eux qui sont difficiles à joindre parce que je vois quand Je suis on a des d'accord. patients qui nous arrivent, pas par le médecin traitant, j'essaie toujours de contacter leur médecin traitant, mais il y a beaucoup, j'arrive pas à les joindre. D'abord, on n'a pas leur mail, puis on téléphone, on a le secrétariat, on laisse un message. Voilà, c'est eux qui sont difficiles à joindre. Mm.
Peut-être faire des communications via les CPTS, du coup. Je vous entends plus. Je dis oui, c'est un point important. C'est-à-dire dans les réunions médicales qui peut y avoir lieu dans les CPTS, par exemple, c'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Les rencontrer ou leur envoyer une communication pour leur rappeler qui sont les référents du secteur, qui ils peuvent joindre. Parce que dans les CPTS, il y a aussi les infirmières, il y a aussi, enfin, il y a du monde en fait. Et on peut toucher comme ça une population, je pense, peut-être un peu plus large. Ouais, Euh, je rejoins tout à fait. C'est comme ça, nous, qu'on a embarqué deux équipes où je suis en fait allée à l'Assemblée générale hein, de la CPTS pour présenter GPS obésité. Et donc, forcément, pas mal de libéraux sont là, la plupart en maison de santé. Euh, donc, effectivement, je vais pas dire assez simple, mais en tout cas, plus facile de les toucher de cette manière-là. Oui. Et donc, vous disiez que le médecin est très occupé, il cherche du temps, il faut lui montrer que le processus est fluide, etc., etc. Donc, entendu sur ça, et puis donc, il faut les adresser à des moments où ils sont à l'écoute, où c'est facile de les capter, et notamment, effectivement, les CPTS. Et déjà, s'ils sont dans une démarche de CPTS, c'est qu'a priori, ils sont dans cette volonté de travailler en collaboration. La question aussi, moi, que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que chaque médecin a la même sensibilité? Enfin, vous y avez un peu répondu en disant que vous étiez très motivé de la durée de programme, mais est-ce que chaque médecin a la même sensibilité à l'obésité d'une part? Et est-ce qu'il y aurait des arguments, en tout cas pour les aider à peut-être à prendre conscience de l'intérêt que ça pourrait avoir pour leurs patients ou je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, on a l'idée. Non, alors non, les sensibilités, la capacité enfin, même d'empathie vis-à-vis de ces pathologies-là n'est pas la même chez tous les praticiens, malheureusement, hein, mais peut-être aussi via vous savez, des formations pendant les FMC. Refaire un petit topo sur l'obésité, les complications, pour en fait être très pratico-pratique. Pour que remettre les perspectives, pour dire voilà, c'est l'espérance de vie de votre patient qui est en jeu. Vous le savez, mais on vous le rappelle quand même et on est disponible. Vous savez, pour avoir la double communication, à la fois sur la disponibilité, mais aussi sur l'enjeu un peu de base. Voilà, parce que moi, j'ai encore vu une patiente mardi dans un autre contexte, mais qui me disait que voilà, son médecin lui disait encore, t'as qu'à arrêter de manger et aller courir. Enfin voilà. Et on a encore un petit peu ce type de, ce type de communication qui malheureusement est encore pas mal diffusée. Et voilà, ça doit dépendre des générations, mais peut-être revenir en fait, via peut-être aussi les médecins qui organisent les FMC, réintroduire un petit peu de pédagogie pour les médecins, là, pour le coup, pour leur faire des petites piqûres de rappel sur déstigmatiser les choses et au lieu de stigmatiser, essayer plutôt de réagir et de proposer, quoi. Je suis un peu sévère avec mes confrères, hein, mais Il y Non, avait Yann Barrand qui, au niveau de la CPTS des Sept-Villes, avait organisé une soirée autour de la stigmatisation avec du théâtre d'intervention qui était drôle et les gens qui... Et c'était pas mal comme idée. Après, effectivement, moi j'avais, en tant que médecin aussi en nutrition, j'avais fait une soirée pour expliquer obésité égale maladie, ce qui est encore très compliqué dans la CPTS. Et même en travaillant dans un groupe pluriprofessionnel de la CPTS sur un autre projet sur l'obésité, ça reste hyper compliqué de faire changer les mentalités des uns et des autres, hein. Et à ce sujet, est-ce que quand vous présentez le programme en tant que tel à vos confrères, consoeurs ou à des médecins de manière générale, et la nature de ce programme-là, qui est une nature éducative, est-ce que aussi là, vous avez besoin de faire un peu de pédagogie justement
pour leur montrer les bienfaits. On est dans des logiques un peu différentes peut-être de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà. L'avantage, c'est que du coup, moi, j'étais formée au gros, donc je travaille avec l'entretien motivationnel, un peu l'acte, etc. Et donc, petit à petit, là, ça fait un moment que je suis installée, mes collègues n'ont pas forcément bien compris ce que je faisais, mais on m'adresse les patients en leur disant, vous verrez, elle ne fait pas comme les diététiciennes, c'est différent. Ils ont compris, ils ont vu les résultats, ils n'ont pas trop compris ce que je faisais. Mais ils m'adressent et voilà, ils ont le côté adressage. Vous verrez, c'est pas comme d'habitude, c'est pas des régimes, c'est pas. Voilà. Et Je Antoine, veux est-ce que bien vous avez... intervenir si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? On vous Oui. entend. Oui, Allez-y. oui, bonjour. Je suis Clélia Paoli. Moi aussi, je suis médecin formé au gros comme Amélie. Et je me disais que pour convaincre les collègues, parce que moi, je travaille dans une maison de santé aussi, MSP, je pense qu'il faut insister sur l'épidémiologie, en fait. 30% de la population est en surpoids, 17% en situation d'obésité, ça touche 47% de la population. Plus toute une population qui a peur de grossir, beaucoup de troubles alimentaires, même chez les enfants, les ados. Je pense qu'il faut essayer d'agir sur le côté, épidémio, quoi. Ça touche vraiment tous les médecins, toute la médecine, tous les professionnels de santé. Et alors, et pourtant, ça reste un sujet, pas du tout sexy, qui n'intéresse personne. Donc, c'est un vrai problème, ce contraste entre la santé publique et le regard des médecins en général, pas que. Hein. Ouais. Moi, c'est ça mon idée. Tout à fait. Ouais. Comment communiquer Et sur les chiffres. on pourrait pas passer par les conseils ordinaux pour envoyer une com, justement, parce qu'eux ont les mailing lists de tous les praticiens. La Sécu, plutôt. C'est plutôt la Sécu qui a ça. La Sécu a les moyens de communiquer. Non, mais effectivement, je pense que le biais des CPTS. Antoine, est-ce que vous participez à la CPTS? Je ne sais pas, c'est Alors, laquelle, les autres? paradoxalement, non, pour l'instant. Mais j'ai des contacts. Donc, je peux les joindre très facilement. Je Vous les pouvez connais bien. faire une formation, ou une information, on peut même venir avec vous. Enfin, voilà. Ouais, mm. Mais ça, en tout cas, sur la vallée de la Lys, je connais le trésorier, donc je peux lui demander s'il serait intéressé ou s'il aurait du temps à nous dégager. Ça c'est possible. Et alors, je vois que le temps file, mais peut-être une dernière question, et puis après, on pourra faire une synthèse et une conclusion tous ensemble. Vous nous disiez que ça prenait du temps, que le médecin courait après le temps. Le temps, c'est de l'argent. On a modifié une chose dans le nouveau protocole qui va être publié, c'est-à-dire qu'on a augmenté le montant de la consultation longue qui est passé de 46 à 60 euros. Est-ce que d'après vous, c'est des sujets qu'il faut mettre en avant? Je vous pose la question de manière très naïve et très voilà, et qui sont ou est-ce que vraiment pour vous c'est motivationnel, c'est de la compréhension, c'est de la communication sur la finalité pour le patient, etc., comme vous l'évoquiez. Alors moi, dans l'Indre, c'est pas ce qui fera pencher la balance, ça. C'est vraiment la démographie médicale qui est compliquée, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai quand même l'impression, parce que ce qu'on demande aux médecins qui vont faire des consultations incluantes dans GPSO, c'est quand même une consultation longue, c'est du temps. Bah, que cet acte soit mieux rémunéré, bon, ça suffit pas, hein, mais ça peut être une aide. Moi, j'ai eu cette impression-là quand j'en ai parlé à des médecins qui sont pas du tout, ils font pas ça pour l'argent, mais c'est quand même important de valoriser un acte. Pas Bah, parce que je dirais qu'il y a la différence entre gagner plus, ce qui n'est pas forcément ce qu'ils vont rechercher, et ne pas être déficitaire sur le temps passé par rapport à leur consultation habituelle. C'est là où le fait d'avoir majoré, on va un peu lisser ce risque de perte de revenus qui peut être un frein pour certains, de se dire, bah non, j'ai pas le temps, et en plus, si je prends ce temps-là, je gagne moins que si je fais mes consultations habituelles. Ça, c'est un frein. C'est pas qu'ils vont chercher à gagner forcément plus, c'est pas une course après l'argent, c'est plus ne pas perdre. Et ça, je pense que ça peut être un argument valide pour certains.
Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cet échange qui a été riche. Donc, on a pu aborder deux points qui étaient donc sur, premier point, c'était comment garder les patients dans le parcours GPSO pendant et après le parcours éducatif. Et puis, le deuxième point qu'on vient de finaliser, c'était sur comment embarquer les médecins traitants dans GPSO. Ce que je vous propose peut-être pour conclure dans les 4 minutes qui nous restent, c'est de refaire un petit tour de table très rapide et qu'on puisse chacun partager une idée clé ou une action qui soit testée du coup au fil de après ces échanges, s'il y a quelque chose qui souhaite tester encore une fois dans sa propre organisation. Alors, je voulais dire, j'ai mis dans le chat un lien vers un guide de transférabilité qui a été fait dans le cadre d'une action où vous pouvez peut-être trouver des idées sur notamment l'organisation. Voilà la Merci. solution à tout. Merci Monique. Carole, tu veux nous dire si tu as retenu une idée ou quelque chose que tu aimerais mettre en œuvre? Alors, je pense que pour moi, le plus important, ça va être effectivement de communiquer davantage auprès des CPTS. Merci. Émilie? J'étais en train d'y réfléchir justement, parce que moi, pour les étudiants, le resto, bon, mis à part un fast-food, quand ils n'ont pas le budget, c'est pas forcément évident, bien que le plaisir fasse partie de l'équilibre alimentaire. Mais donc ça peut être ça, le groupe WhatsApp. Oui, je pense plutôt à leur proposer effectivement. Ok, merci. Camille Fournier, est-ce que vous avez quelque chose que... Alors, pour garder les patients auprès de nous, bon, on a déjà discuté un petit peu, donc on va continuer de faire ce qu'on fait actuellement, tester du moins. Concernant les médecins traitants, ce serait surtout peut-être d'aller un peu plus vers eux, car comme je vous le disais, jusqu'ici, c'est plutôt les patients qui viennent vers nous, mais les démarcher un petit peu plus et déjà qu'ils aient connaissance, en fait, du parcours dans un premier temps. Merci. Madame Duquesne, Marion. Oui, moi, ça serait plus effectivement par rapport au groupe à la fin des 8 ateliers, parce que moi, ce que j'avais proposé au groupe, effectivement, de faire des marches, etc. Mais c'est vrai qu'ils voilà, ils étaient un petit peu timides, réservés. Et en fin de compte, ils n'ont pas mis en place. Et je pense que de nous-mêmes, oui, de proposer ce fameux groupe WhatsApp et de le créer, parce que sinon, je pense que même, enfin, c'est ce qu'on disait, d'un groupe à un autre, tout dépend comment le lien s'est fait aussi, en fait. Merci. Madame Darlot. Moi, je garde l'idée du listing des activités à faire parce qu'on est aussi maison sport santé. Donc, on a déjà un listing de ce qu'il y a sur le territoire. Et pour répondre à Émilie, nous, on avait fait le choix pour le restaurant parce qu'il y avait des patients aussi à faible revenu. J'avais pris 15 € par patient sur le budget coordination. Comme ça, ils avaient peu de reste à charge. Sachant Une qu'à idée, ouais, Vendôme, super. il y a des restaurants collaboratifs où en fait on peut amener notre repas. Donc il y a peut-être ça aussi sur Tours ou voilà. Merci bien, je vais creuser. Merci. Madame Brouwer, je ne sais pas si vous avez un... Ben, merci déjà pour toutes les pistes. Après, c'est vrai que nous, le reproche qui a été fait des patients, c'est le manque de consultation individuelle, hein. C'est ce que j'avais vu avec Émilie et Florence. Et c'est ce qui permettrait, je pense, de lever certains freins, parce qu'on n'a pas eu de souci pour maintenir le groupe au niveau des séances collectives. Le groupe WhatsApp, enfin voilà, ils l'ont fait. C'est plutôt après. Et là, par exemple, je suis dans la phase des bilans éducatifs et ben, il y en a qui me répondent plus. Mais je le savais parce que d'office, ils m'ont dit, bon, bah, c'était chouette, hein, les ateliers, mais en fait, nous, on veut de l'individuel. Pourtant, on leur avait expliqué hein, dès le premier atelier comment fonctionnait l'expérimentation, etc. Mais... Donc là, les pistes qu'on a vues, bah, ça relève plutôt après des patients, en fait, de leurs freins à eux. Donc ça, malheureusement, on a beau essayer de leur proposer des choses, si les patients, ils ont des freins, c'est plus compliqué. Alors, pour ceux qui ont besoin, ils peuvent avoir un renforcement individuel. Oui, mais alors le problème, c'est qu'on avait vu avec Émilie et Florence, c'est que par rapport au nombre de patients dans notre groupe, on pouvait proposer qu'à un seul patient.
Sauf que nous, sur 10, il y en avait 8 qui en auraient eu besoin. Donc, alors après, nous, on leur a proposé, comme on n'est pas très loin de la clinique, de venir à la clinique Terrae parce qu'on fait de l'hospitalisation 2 jours, etc. Mais même si on n'est pas très loin, il y a quand même 45 minutes de route. Donc, pour ceux qui travaillent, ceux qui ont 65 ans, c'est plus compliqué. Donc, on a proposé aussi sur la dernière séance un listing avec les activités qu'ils pouvaient faire autour, que ce soit des activités physiques ou bien des activités même de sophrologie, enfin voilà, plein de choses diversifiées. Mais ce qui ressort souvent, c'est les freins et puis c'est ce manque de consultation individuelle. Hum. Juste, et après on devra terminer, mais dans le changement du protocole, on passe à 25% de patients qui pourront Oui, c'est ce que bénéficier. j'ai vu. Voilà, donc ça en fera 4 sur 10. C'est déjà bien. Je vois le temps qui a filé, donc je ne sais pas s'il y a encore une ou deux personnes qui souhaitent partager quelque chose peut-être de ce qu'ils aimeraient mettre en place, de ce qu'ils ont retenu. Je voudrais donner comme idée pour Émilie et pour ses étudiants, ils peuvent ne pas aller au restaurant, mais soit si vous avez un lieu pour faire euh, fabriquer en commun un repas, faire des repas en commun. Ils font à Roubaix, ils font les semaines une marmite, ou essayer d'organiser, de voir avec eux des cours de cuisine, ça peut être aussi des activités. Mais il faut Ouais, avoir. on a une salle au Crous qui peut être utilisée pour ça. Donc, ouais, effectivement, ça peut être une piste aussi. Merci, Monique. Très bien. Est-ce qu'une dernière personne souhaitait intervenir peut-être? Enfin, une ou deux? Non. Alors, si je peux me permettre, moi je suis toute nouvelle. Bonjour, je suis Pamela Chevet, je Bonjour. suis infirmière en pratique avancée. Donc moi je suis sur Saint-Jean-de-la-Ruelle, groupe nouvellement créé. On est sur l'inclusion des patients et donc du coup j'ai pris plein d'infos. Donc merci beaucoup. C'est vrai que le groupe WhatsApp, c'est peut-être pas forcément ce vers lequel je serais allée en premier, mais du coup je pense que je vais le proposer quand on va démarrer là très prochainement. Et c'est vrai que je m'étais pas forcément, j'avais pas pensé à l'histoire de la mixité, mais du coup le fait d'avoir échangé, je pense que je vais être vigilante surtout. Voilà. Et en tout cas, merci pour tous vos trucs et astuces que vous avez mis en place. Je prends. Et merci à vous de ce retour et très heureux du coup de vous accueillir dans ce Merci. beau projet. Et puis donc, je vais vous proposer de conclure. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir joué le jeu. Je pense que les échanges étaient riches et vraiment, moi, ça fait 4 ou 5 ans que je suis dans ce projet avec Monique. On en découvre tous les jours, donc c'est toujours utile. Pour la suite, on va vous transmettre une synthèse, donc l'enregistrement de ce qu'on a fait aujourd'hui, puis une synthèse des échanges qui vous sera transmise par mail d'ici quelques jours. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas pour les problématiques administratives ou autres à revenir vers vos référents de parcours et ou vers l'équipe projet national que je représente. Voilà, merci à toutes et à tous encore une fois de vos Merci. participations et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir, merci. Au revoir. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Bonne journée. À bientôt. Et au revoir.